un peu le diagnostic qui a été fait du territoire. Un gros travail, vous verrez, ça porte sur une enseigne pour voir si elles étaient conformes déjà à la réglementation ou pas, enfin voilà. Et puis, au regard de ce diagnostic, c'est le gros travail qui a été fait notamment par Sophie et Pierre Urbain, sur, je dirais, les orientations que les collectivités souhaiteraient voir mises en place pour justement la réalisation de ce RLP. Donc aujourd'hui, c'est un peu de vous montrer quelle est la situation, quels sont les fonds déjà faits, ça une loi qui fixe ces orientations, y compris pour les comités de communes. Et puis, dans une deuxième phase, et bien, nous passerons, à partir de demain d'ailleurs, il y a des ateliers à travailler sur la mise en place d'une réglementation qui permette d'atteindre les objectifs. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour qu'on prenne en compte ou pas, on discutera, des remarques éventuelles que vous avez à faire par rapport à ces orientations. On vient de le faire avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire vos représentants probablement des chambres et surtout chambres de commerce, qui vous ont fait des remarques, mais également l'ADREAL, qui est aussi un acteur, donc la Direction régionale de l'environnement, qui est un acteur important sur le territoire de l'île de Ré, puisqu'on est en site inscrit et parfois même en site classé, mais aussi l'architecte des bâtiments en France. Il y a des communes qui ont des règlements particuliers que l'on doit aussi prendre en compte. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, voilà ce qui va vous être présenté aujourd'hui, et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions et peut-être faire des suggestions éventuellement. Voilà. Je vais prendre la parole rapidement. Donc, je suis Sophie Bourrel, je fais partie du service urbanisme de la communauté commune. Je suis en charge de piloter cette étude, mise en place du règlement local de publicité intercommunale. Je ne vais pas trop m'attarder que ça. Peut-être que donc, je me présente aussi, Caroline Pagot, responsable du service urbanisme aussi, en charge, notamment du RLP. On copilote l'étude au sein du service. Et je vous présente donc Romain Ferrand, donc, qui fait partie du bureau d'études qui a été sélectionné pour l'assister pour mettre en place. Oui, donc bonjour à tous, donc Romain Ferrand, bureau d'études de conseil donc, qui accompagne l'île de Ré dans l'élaboration de ce règlement local de publicité. Donc, la réunion d'aujourd'hui, elle a pour objet de vous présenter l'état des lieux du territoire qui a été réalisé, et puis de revenir aussi quand même sur le contexte aussi général de la publicité extérieure, donc de quoi on parle, qu'est-ce que l'on peut faire dans le cadre de l'instauration de ce document. Et puis, dans un dernier temps, on reviendra sur l'interprétation que se sont données les élus sur ce document, donc dans quelle direction ils souhaitent aller sur ce projet. Donc, tout d'abord, pour commencer sur le contexte général, donc le règlement local de publicité intercommunale, donc le RLPI, donc il a pour objet d'adapter la réglementation nationale qui existe aujourd'hui en matière de publicité extérieure. Donc, dans le Code de l'environnement, il y a déjà des règles du nombre d'habitants, où on se situe, si on est dans des zones protégées ou pas, etc., etc. Donc, ce sera le point de départ de la réflexion, de partir sur cette base réglementaire existante, et ensuite de l'adapter localement en fonction des spécificités du territoire, architecturales, paysagères, etc. Donc, des adaptations qui vont porter sur la taille des dispositifs que l'on autorise, les endroits où on les autorise, où on les interdit, l'encadrement des dispositifs, s'ils sont lumineux, est-ce qu'on oblige à les éteindre ou pas à telle heure et telle heure, etc., etc. Donc, tout un tas de dispositions locales. Alors, ces adaptations, dans l'immense majorité des cas, elles sont plus restrictives que la réglementation nationale. Si vous voulez, la réglementation nationale, c'est la base applicable aujourd'hui. Et il est possible de la restreindre localement en fonction de certaines spécificités. Alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que je vois qu'il y a des photos. L'ensemble de ce qu'on diffuse aujourd'hui va être mis sur le site Internet. On a une page dédiée au RLPI sur le site Internet. Donc, on mettra donc la présentation, le compte rendu. Et normalement, si ça fonctionne, c'est la première fois aujourd'hui, on enregistre actuellement en fait, la réunion. Et ça sera mis aussi sur le site Internet. Vous aurez les informations. Et si besoin, de toute façon, vous pouvez aussi nous contacter. Informations supplémentaires.
Je n'ai pas précisé, mais à la fin de chaque sous-partie, si vous voulez, on pourra faire un temps d'échange. Donc, il y a 5 parties dans la présentation. Pour répondre à vos questions, remarques, contributions sur chaque partie. Donc, ça sera peut-être plus interactif. Je peux tout présenter ou faire les questions après. Voilà, donc sur le contexte général également, donc, le RLPI, donc Règlement local de publicité publique, c'est le seul document qui permet d'adapter localement les dispositions, donc des dispositions qui vont porter d'une part sur les enseignes et d'autre part sur les publicités et les préenseignes. Donc, je vais revenir sur qu'est-ce que l'on entend par là par la suite, hein, comment sont définis ces termes. C'est un document qui permet de garantir la protection du cadre de vie. Donc, l'idée, c'est en fonction des spécificités du territoire, de trouver des règles locales qui collent au maximum à ce qui existe. Et puis également de travailler aussi sur la décentralisation du pouvoir de police, puisque le RLPI permet aussi d'exercer la compétence du police en matière d'affichage à l'échelle locale et non plus à l'échelle préfectorale, comme c'est le cas actuellement. Donc, actuellement, il y a déjà des règles qui s'appliquent sur le territoire, c'est les règles nationales qui s'appliquent partout en France, sauf dans les territoires où il y a déjà un règlement local d'approuver. Donc, pour les photos, là, elles sont acceptées par rapport à notre territoire, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est aujourd'hui, on a des règles nationales qui sont assez claires. Pour mettre en place, par exemple, les cartes d'emploi, les panneaux publicitaires. Donc, le RLPI peut venir un petit peu adapter ces règles pour s'adapter à notre contexte local qui est un cadre de vie quand même assez préservé. Au niveau du contexte paysager du territoire, qui va avoir une influence sur les règles envisageables en matière de publicité extérieure. Donc, il y a plusieurs composantes importantes dans le paysage. D'abord, rappeler qu'il y a une dimension paysagère importante à travers les espaces littoraux, les espaces boisés du territoire, de manière générale, toutes les zones non bâties, si vous voulez. La place du relief également, puisqu'on a un territoire qui est relativement plat. Donc ça peut avoir une aussi sur la perception des dispositifs relevant de la publicité extérieure. Hein, si vous avez des dispositifs très larges, très hauts, sinon ils vont être beaucoup plus visibles sur un paysage qui est plus marqué, plus vallonné. Donc ça, c'est un élément, une composante importante à prendre en compte par rapport au paysage local. Donc, on a également des éléments liés aussi aux activités, que ce soit agricoles ou en lien avec la mer aussi. Donc là aussi, ça peut donner lieu à un certain nombre d'affichages liés à ces activités dans ces secteurs-là. Hein. Ça peut être de la vente de produits par les activités locales, etc., des choses comme ça, qui peuvent être présentes et qui peuvent utiliser aussi dans le paysage des dispositifs relevant de la publicité. Par ailleurs, vous avez évidemment dans les secteurs où là on va être dans des endroits plus bâtis, une densité de dispositifs d'enseignes, de préenseignes qui vont être plus importants, notamment dans les centres-villes, où là on va avoir une concentration pour certains centres-villes assez importante d'enseignes, eu égard au nombre d'activités économiques présentes dans ces secteurs. Et puis, quand vous avez une densité bâtie moins importante, quand on va être plus sur des secteurs résidentiels, là, il peut y avoir plus ponctuellement des activités qui s'exercent à domicile, par exemple, pour lesquelles il peut y avoir des enseignes, mais de manière beaucoup plus disparate, hein, si vous voulez, en termes de concentration de dispositifs. Dans le paysage, en fonction de la densité bâtie, on va avoir un peu aussi une densité d'enseignes, si vous voulez, sur le territoire. Ce qui est particulier sur le paysage réfé urbain, c'est qu'on a des bâtiments qui sont plutôt bas. Le maximum, c'est plus ça, en gros. On voit exceptionnellement certains bâtiments, donc ça, c'est ici, mais c'est très rare. Donc ça va avoir un impact, hein, choix de réglementation future. Et pour compléter, vous avez également des zones d'activité qui sont présentes sur le territoire, donc qui peuvent avoir diverses vocations commerciales, artisanales, touristiques. Donc, dans lesquels, évidemment, vous avez aussi une concentration de dispositifs indiqués au milieu des différentes activités présentes dans ces secteurs. Donc, là aussi, c'est des secteurs importants par rapport à la présence des enseignes. Donc, le paysage des entrées de ville des différentes communes et
aujourd'hui marquée par une absence, dans l'immense majorité des cas, de publicité extérieure. C'est-à-dire quand on circule dans ces espaces-là aujourd'hui, il n'y a pas de publicité extérieure. Donc c'est un atout aujourd'hui qui va chercher à être valorisé. Si on regardait, si vous voulez, le paysage actuel en termes d'entrée de ville, il y a 2 entrées de ville, des dispositifs présents, donc notamment à Saint-Martin et à Rivedoux. Là, on va avoir certains endroits des enseignes, notamment c'est le sol dans l'entrée de ville, où là, ça peut avoir un impact paysager important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la majorité des entrées de ville, aujourd'hui, vous n'avez pas de publicité ou de préenseigne, et que du coup, c'est vraiment un atout pour le territoire. C'est assez rare, donc ça mérite d'être noté dans les paysages de ville. Donc, on a vraiment des entrées de ville qui sont préservées globalement. Peut-être Saint-Martin, où effectivement, comme on a des gros commerces, on a un peu plus d'affichage. Et puis effectivement, un petit peu sur Rivedoux, mais c'est encore très léger. Voilà. Donc, pour compléter sur le volet paysager, on a également des dispositifs présents dans le paysage comme des points de repère, si vous voulez, avec des éléments patrimoniaux qui vont jalonner le paysage et qui sont aussi autant de points de repère et pour lesquels les dispositifs publicitaires doivent aussi bien s'implanter par rapport à ça pour ne pas gêner des perspectives paysagères ou patrimoniales. Ça, c'est un élément important également par rapport au paysage. Donc pour finir sur le contexte général et vous donner les principaux chiffres, donc sur le territoire, il a été identifié 4466 dispositifs relevant de la publicité extérieure, donc ça peut être des enseignes, de la publicité ou des préenseignes. Vous avez la répartition à côté, donc il y a 4387 enseignes. Donc l'immense majorité des dispositifs présents sont des enseignes. Et vous avez à côté de ça 79 publicités ou préenseignes. Dans toute la suite, ce sera traité ensemble puisque c'est la même réglementation qui s'applique, que ce soit une publicité ou une préenseigne. Et je vais revenir sur ces définitions-là. Donc, c'est un inventaire qui a été fait en 2 fois. Donc, une première partie a été réalisée en fin d'année 2021. Il a été complété en fin d'année dernière pour avoir une vision complète des dispositifs présents sur le territoire. Parce que le deuxième inventaire s'est déroulé plutôt en été. Sur tout le territoire parce qu'on sait qu'en été, on a un peu plus de dispositifs, on va avoir plus peut-être de dispositifs temporaires. Donc, on a fait en 2 fois pour s'assurer d'avoir un maximum de panels et le parc sur l'île de Ré. Voilà pour cette première partie, vraiment contexte général global. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous avez des questions d'abord sur la première partie, contexte général ? Avant d'aborder vraiment spécifiquement maintenant les enseignes, c'est-à-dire 98% des équipes présentes. Non, il n'y a pas de questions. Les qui sont en milieu, je pense aussi. On pourra faire, si ça vous vient en cours de route, on pourra faire à la fin de la partie enseigne aussi. Les enseignes qui ont été déterminées comme irrégulières, elles ont été signalées? Oui, alors on va le voir, mais effectivement, l'objet de l'inventaire, c'était aussi d'identifier si ça respectait ou non le code de l'environnement. Donc, l'avantage là de cet inventaire exhaustif, c'est qu'on peut savoir sur chaque enseigne si elle est conforme ou pas, et quand elle n'est pas conforme, pour quelle raison. Quand vous dites signaler, ça veut dire quoi? Si les personnes concernées ont été… Ah oui, non. Non, alors en fait, actuellement, comme les règles, ce sont les règles nationales qui s'appliquent, même si c'est une compétence de police État. Donc, jusqu'en 1er janvier 2024, on va vite, c'est l'État qui gère. Donc, que ce soit l'instruction des demandes, comme pour mettre les PV quand on est en conformité. Donc là, c'est vraiment l'État. Actuellement, la collectivité et les communes de Ré ne peuvent pas agir, en fait, concrètement. Ils peuvent appeler, voilà, mais ils n'ont pas la compétence. À partir du 1er janvier, ça marche. Pour être très clair, ce listing, je dirais, des enseignes illégales, entre guillemets, enfin, aux préenseignes surtout, n'a pas été transmis et aux collectivités, c'est-à-dire que ce n'est pas nominatif. On fait un travail de sondage, de diagnostic, mais voilà, les maires ont été saisis pour dire là, ça se fera peut-être dans un deuxième temps, mais on va voir tout à l'heure par rapport aux orientations. Dans l'esprit, en tout cas, de la majorité des collègues, c'est de se dire on sera plus dans la prévention, c'est-à-dire attention, vous avez
C'est une illégalité, mettez-vous en conformité que de dire on va verbaliser, même si les pouvoirs de police, on va pouvoir le récupérer en 2024. Oui. C'est pas l'esprit. Voilà. C'est pas l'esprit du fonctionnement de cette. Il y a d'autres remarques par rapport à cet aspect ou d'autres questions? Non. On va y revenir après. Donc, sur le volet enseigne, du coup, donc la grosse partie de l'inventaire. Donc, d'abord, revenir sur ce dont il s'agit. Donc, une enseigne, c'est une inscription, une forme ou une image qui est apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'exerce. Donc, c'est une définition qui est posée par le Code de l'environnement. Cette définition, elle est très large. On peut voir qu'elle concerne beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas seulement la raison sociale, le nom de l'activité sur sa devanture. Ça peut être une forme, donc ça peut être un logo, ça peut être une image, donc une photo d'un produit vendu. Ça peut être voilà, tout un tas de choses, les moyens de paiement, etc. de l'activité. Enfin, tout ce qui va concourir au fait qu'il y a une activité sur le lieu et qui est liée à cette activité. Ça, c'est important. Et il faut bien être sur le lieu de l'activité, donc c'est l'immeuble en tant que tel, c'est-à-dire le bâtiment ou le terrain où s'exerce l'activité. Si l'activité a un parking, par exemple, qui fait partie de l'activité, si elle installe des dispositifs sur ce parking, ce sera des enseignes aussi liées à l'activité. Donc après, il y a plusieurs implantations possibles. Vous pouvez mettre l'enseigne sur le toit, sur le sol, sur le bâtiment. Et donc, des règles spécifiques existent suivant la manière dont l'enseigne est installée. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment que le contenu du dispositif et le lieu coïncident avec l'activité qui s'exerce. Autrement, on n'aura pas à faire une enseigne. S'il y a une déconnexion du dispositif avec son message, avec le lieu, pardon, on aura affaire à une publicité ou une enseigne qui, elle, n'est jamais sur le lieu de l'activité, mais peut être à proximité pour la enseigne avec une indication de proximité. Puis la publicité, elle est en dehors du lieu de l'activité. Ça peut être chez le voisin ou à 100 km, et elle fait la promotion d'un produit vendu par une activité. Donc, en tout cas, pour les enseignes, dans un premier temps, donc voilà le cadre dans lequel on s'inscrit. Donc, ces enseignes, c'est plus de 4000 enseignes présentes, donc elles se répartissent de la manière suivante. Vous avez des enseignes qui vont être installées de manière parallèle au mur, donc sur la devanture de l'activité. C'est la catégorie la plus présente, 76% des enseignes sont de ce type. Vous avez des enseignes qui vont être fixées au sol, posées au sol, donc là, sur le terrain de l'activité, sur le parking, les abords de l'activité. Des enseignes installées sur clôture, perpendiculairement au mur aussi, notamment au centre-ville, et puis sur toiture également. Donc, dans ces dernières catégories, on est sur des proportions beaucoup plus faibles, une présence dans le paysage beaucoup moins importante de ce type d'enseigne. Je vais revenir sur les nombres plus en détail après. Donc, on parlait de la conformité juste avant. Donc là, pour vous donner un chiffre, donc il y a 12% des enseignes qui sont aujourd'hui en infraction avec le Code de l'environnement. Vous ne respectez pas au moins un article du Code de l'environnement. Donc, sur les 4387, ça fait 12%. Donc, ce n'est pas un chiffre très élevé en comparaison d'autres territoires, par exemple. Donc, ces différentes catégories d'enseignes peuvent être lumineuses à partir du moment où vous avez un système d'éclairage qui participe à éclairer l'enseigne. Donc, ça peut être des systèmes d'éclairage très divers et variés. Ça peut être un écran numérique, ça peut être des spots qui éclairent l'enseigne, ça peut être des LED, ça peut être des néons. Voilà, tout ce que vous voulez dès lors que ça concourt à l'éclairage de l'enseigne. Aujourd'hui, il y a une obligation d'extinction la nuit pour ces enseignes entre 1h et 6h du matin, excepté si l'activité s'exerce dans cette plage 1h, 6h. Évidemment, si l'activité de travail de nuit, on ne va pas lui imposer d'éteindre ses enseignes la nuit. Mais le cas général pour une activité qui est fermée entre 1h et 6h, c'est une extinction obligatoire de toutes les enseignes lumineuses. Donc, les enseignes clignotantes sont également interdites pour toutes les activités. Donc ça, c'est le cadre général applicable aujourd'hui, à l'exception des pharmacies ou des services d'urgence, vraiment des cas spécifiques, mais sinon, le principe général, ce n'est pas de tout pour les enseignes. Donc, ces enseignes lumineuses, on en a un peu plus de 500 sur le territoire, et donc l'immense majorité n'utilise pas des écrans numériques. On a très peu aujourd'hui, une dizaine en gros sur le territoire. On a plutôt sur des systèmes d'éclairage par projection, par transparence, donc ça va être
Comme vous pouvez avoir sur les illustrations du Crédit Agricole ou de Lanternon, vous avez l'éclairage indirect, ce qui est le plus représenté. Donc ça, c'est bien les règles actuelles, les règles nationales. Et il y a beaucoup de RLPI qui travaillent sur ces règles et, par exemple, vont venir élargir un peu la plage d'extinction. Donc, 1h du matin, c'est vrai que ça semble tard. On peut imaginer 22 heures. Donc, ça, c'est quelque chose que la RLPI va pouvoir élargir. Donc, c'est intéressant de faire un paysage là-dessus des communes. Donc là, vraiment, ce qui va être exposé, les règles dont on va parler, ce n'est que les règles nationales en vigueur aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas de règles locales retenues. Donc, effectivement, mais sur chaque règle qui va être évoquée, le territoire pourra aller plus loin en restreignant en plus chaque disposition. Tout à fait. Donc là, à l'issue en l'état actuel, le diagnostic ne porte que sur ce qui est en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire la réglementation nationale. Donc ça, effectivement, ça en fait partie. Oui, allez-y. Je vais monter juste un petit peu le son. Pour vous parler un petit peu plus fort. Oui, d'accord. OK. Donc, en termes de localisation, aujourd'hui, les enseignes sont plutôt localisées dans les zones, les centres-villes, essentiellement. Et puis, dans les zones d'activité également. C'est là où on a une plus forte concentration. Plus ponctuellement, après, on va pouvoir retrouver des enseignes qui sont installées lorsqu'il y a des activités plus isolées, mais c'est plus marginal par rapport à certains centres-villes ou certaines zones d'activité où là, on a un nombre d'enseignes plus élevé. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, les enseignes se trouvent là où l'activité économique est présente. Donc, si on s'intéresse à la répartition de ces 4000 enseignes, donc on en a 73% qui sont installés sur le bâtiment, parallèlement au mur. Donc, ça peut prendre diverses formes. Ça peut être des lettres collées, des lettres peintes, des lettres découpées qui sont accrochées sur la façade. Donc là, vous avez différentes illustrations de cette catégorie d'enseignes qui est la plus répandue. Ça peut être aussi sur des stores, des stores ban, sur le lambrequin, comme on voit sur la photo en bas à gauche. Donc, toutes ces catégories d'enseignes sont faire l'objet de règles. Donc, ça peut aussi être collé sur la façade, comme vous avez en bas à droite, ou peint. Ça peut être collé sur la façade, aussi collé sur le vitrage. Vous avez des vitrines. Et si c'est collé à l'extérieur, une enseigne. Oui. Ici à l'intérieur. Donc, si c'est à l'intérieur, ça ne fera pas l'objet de règles locales. Par contre, si c'est à l'extérieur, ça compte les règles. Enfin, c'est collé à l'intérieur, mais vu par le sol. Ouais, c'est ça. En fait, il faut regarder pour savoir si vous êtes. On va avoir une règle après de surface cumulée sur la façade. Si c'est collé à l'intérieur, ça ne compte pas. Après, ça reste une enseigne dans les deux cas, mais dans un cas, c'est concerné, et dans un autre cas, c'est pas concerné. Mais par contre, parallèle par rapport à l'enseigne qui est à l'intérieur. Oui, alors donc là, voilà, il faut jongler. Là, le fait qu'elle soit non lumineuse collée à l'intérieur fait qu'elle échappe. Par contre, si elle était lumineuse, effectivement, elle n'échappe plus. Bon, là, on rentre dans des détails très techniques, mais effectivement, le droit n'est pas parfait. Donc, ces enseignes parallèles au mur, elles doivent respecter un certain nombre de règles aujourd'hui, notamment ne pas dépasser les limites du mur qui la supportent, limite du mur ou limite de l'égout du toit. Donc, l'égout du toit, vous avez une illustration en bas qui reprend ça. Donc, vous avez le petit trait en pointillé ici qui matérialise la projection de l'égout du toit qui est ici. En fait. Donc, l'enseigne, elle ne peut pas dépasser cette hauteur, si vous voulez, maximale. Par ailleurs, cette enseigne en épaisseur, donc, elle ne peut pas avoir plus de 25 cm d'épaisseur. Donc, là, il y a très peu d'enseignes qui sont en dehors de cette dimension de 25 cm. En revanche, sur le territoire, il y a pas mal d'enseignes qui vont avoir tendance à dépasser les limites du mur ou l'égout du toit. C'est l'infraction la plus répandue sur le territoire. Donc, c'est un sujet important. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a des bâtiments qui sont quand même relativement bas. Donc, pour chercher de la visibilité, souvent, ces activités ont tendance à mettre l'enseigne un peu à la limite de l'égout du toit ou du mur directement. Et donc là, effectivement, il faudrait que l'enseigne soit vraiment inscrite dans l'emprise du mur ou sous les limites de l'égout du toit, le cas échéant. Et vous regardez la photo du bas à droite. Effectivement, là, c'est plutôt propre. Mais par contre, comme c'est un pignon et que les limites de l'égout sont quand même basses, en fait, l'enseigne est non conforme actuellement.
genre d'enseigne, on en a. 5 est Non Et conforme. celle-ci, celle en bas, elle est non conforme. Illégal. Par rapport à la convention nationale. Puisque on calcule par rapport à l'égout, en fait. Comme ici, la ligne imaginaire, donc là, si on rejoint les deux égouts, on voit que ça traverse l'enseigne, donc il y a une partie de l'enseigne qui est trop haute, il faudrait qu'elle soit plus basse. C'est ça que c'est la pose question, effectivement, on a des bâtis qui sont plutôt bas, mais effectivement, l'activité, on a plusieurs activités qui vont chercher la visibilité, donc on va faire trouver d'autres systèmes pour afficher. Donc ça, c'est une configuration qu'on voit quand même assez critique sur les. Alors là, en l'occurrence, pour des activités comme ça, souvent, baisser un peu l'enseigne, vous allez vite être sous les limites de l'égout, et l'enseigne, elle peut rester en intégralité, puisque là, en plus, en termes de format, ça peut passer un dessous. En tout cas, ce ne sera pas toujours possible. Bon, la photo au-dessus, c'était compliqué, mais là, il faudrait aussi réduire la taille de l'enseigne. Mais là, en l'occurrence, pour la photo intérieure, ce serait plutôt de descendre les lettres découpées pour être sous la limite de l'égout. Donc, vous avez aussi des enseignes qui sont fixées ou posées au sol. Là, dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de choses différentes. Ça peut prendre des formes de type petit totem, par exemple, comme vous avez pour le U-Express. Ça peut être des drapeaux, des kakémonos, des chevalets, des menus, etc. Dès lors que c'est posé ou fixé au sol, ça va être une seule et même catégorie. Ça peut même prendre des formes plus originales, puisque la voiture que vous avez en haut à gauche, donc, est considérée comme une enseigne, puisque les inscriptions qui sont dessus sont liées à l'activité qui est derrière. Donc, il faut voir que, comme je disais tout à l'heure, l'enseigne, ce n'est pas seulement l'inscription, ça peut aussi être un objet vendu par l'activité en question. Donc, ces enseignes, les enseignes de ce type sont donc, à peu près 13% sur le territoire. Celles-ci, elles ont quand même un impact assez fort dans le paysage, surtout quand elles commencent à être hautes et des dimensions assez grandes. Voilà, vous avez des illustrations pour montrer cela. Donc, on peut avoir des enseignes là, qui, en termes de format, vont faire plusieurs mètres carrés. En hauteur, peuvent aller jusqu'à 8 mètres dans certains cas. Donc, encore une fois, avec la question du bâti dont on parlait tout à l'heure, on est sur rez-de-chaussée ou un niveau maximum. Ben, vous voyez que c'est des formats qui ne sont pas forcément adaptés au contexte local dans tous les cas. Il y a des limites de surface aujourd'hui, donc c'est 6 mètres carrés. La hauteur, vous voyez, c'est 6 mètres 50 ou 8 mètres sur les cas. Le nombre de ces enseignes est limité aussi par le long de chacune des voies qui bordent l'activité. Si vous n'avez qu'une seule route le long de votre activité, vous ne pouvez utiliser qu'une seule enseigne de ce type le long de la voie en question. C'est une par voie, donc il y a plusieurs voies. Donc, autant de dispositifs que de voies abordant votre activité. Donc là, en l'occurrence, pour prendre un exemple, si vous avez 2 drapeaux là, sur la photo centrale qui font plus d'1 mètre carré, il y en a un qui est en trou. On a le droit d'avoir plusieurs au long d'une même voie. N'hésitez pas si je ne suis pas clair, que je vois des gens. Et un petit détail sur comment on calcule les 6 mètres carrés. En fait, on prend la taille de l'affiche, mais on prend aussi les montants. Et c'est pour ça qu'on a quelques enseignes actuellement qui sont en conforme, parce qu'en fait, la personne, elle a calculé que la fiche et on va avoir des montants quand même qui sont plus élevés et on va être au-dessus. Donc, petites attentions. Donc, 6 mètres carrés, c'est déjà un format assez important, puisque c'est par face aussi. Donc, si vous cumulez, vous pouvez avoir le grand au final avec 2 faces. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il y a déjà quelques dispositifs qui dépassent ces 6 mètres carrés, mais c'est vrai que la majorité sont quand même sur des formats beaucoup plus petits, sur ce qui est présent sur le territoire. Donc, il y a possibilité éventuellement d'aller plus loin sur ces questions-là dans le règlement local, puisqu'on pourra restreindre ces aspects-là. Il y a des règles d'implantation également pour faire gêner le voisinage de ces enseignes. Une question, vous avez une enseigne par voie. Si vous avez une enseigne sur votre façade et une enseigne au sol en bord de la voie, c'est avec 2 enseignes? Oui, alors là, la règle du nombre d'enseignes par voie bordant l'activité, c'est que pour les enseignes qui sont scellées ou posées au sol. On ne compte pas ce qu'il y a sur la façade. Donc là, par exemple, parce que c'est des drapeaux. Oui, voilà, la location, là, elle a 2 drapeaux. Et derrière, elle a son enseigne pour sa façade. Voilà. Pour le bâtiment, ce n'est pas concerné effectivement par la limitation du nombre. Là, c'est vraiment que ce qui est posé ou fixé. Alors, par contre, si là, il a 2 drapeaux fixés, si à côté, il avait
pas un chevalet ou autre chose de plus d'1 mètre carré, ça compte. Donc, c'est un seul, il faut choisir. Donc, c'est très limitatif dans cette disposition-là, déjà. À partir du moment où vous avez plusieurs drapeaux avec un totem, vous cumulez des choses, c'est qu'il faut enlever et il doit en rester qu'un. Donc là, si le support fait 6 mètres carrés, si on compte les deux faces, c'est 12 mètres carrés. Voilà. Donc, pouvoir réduire à 6 mètres carrés, c'est pas possible. On a le droit à 6 mètres carrés par face. Par place. Finalement, voilà. 12 mètres carrés, mais. Par exemple, de mémoire, le totem ici du carrefour, il doit être en complet, il doit être à peu près 6 mètres carrés. Il doit faire 4,50 m sur 1 mètre. Le totem ici, on est plutôt sur 3 mètres carrés. Les photos sont prises de plus loin et plus près, mais ça, c'est 2 fois plus petit que ça. Et ça, c'était 2 fois plus grand que ça. Là, on est à peu près sur 12 mètres carrés ici, 6 mètres carrés là, et 3 mètres carrés. Donc, sachant qu'on est limité à 6 mètres carrés au maximum. Par face. Donc, vous avez aussi des enseignes qui sont installées sur les clôtures, une catégorie qui est présente 273 dispositifs sur le territoire. Alors, cette catégorie d'enseignes, elle ne fait pas l'objet de règles nationales particulières, c'est-à-dire que potentiellement, aujourd'hui, on peut couvrir une clôture d'enseigne où on peut en mettre 50 petites. Voilà, il n'y a pas de limite de nombre ou de format. Donc sur ce sujet, il y a un peu 2 sujets, c'est-à-dire des clôtures comme vous pouvez avoir ici, forme de grillage, donc des clôtures ajourées. Là, quand vous allez mettre l'enseigne dessus, ça va occulter ce qu'il y a derrière. Et puis vous avez des clôtures pleines, comme ici, où là vous avez un mur plein. Là, il y a une enseigne dessus, de toute façon, le mur est plein, donc on ne voit pas derrière. Donc ça peut être traité différemment dans le cadre de la réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on autorise ou pas comme type d'enseigne, est-ce qu'on veut laisser la possibilité d'occulter complètement les clôtures, ou au contraire, on essaie de limiter, par exemple, le nombre, la surface, des choses qui peuvent être mises en place localement. C'est vrai que ces 2 clôtures, il y en a moins, il y en a peu, mais par contre, elles impactent fortement aussi le paysage, parce qu'elles viennent masquer, notamment pour les clôtures ajourées, elles viennent vraiment masquer l'arrière, le bâti, le paysage. Elles viennent vraiment faire des masques comme ça, et ça, c'est un vrai enjeu. En termes d'implantation d'enseignes, pour compléter, vous avez aussi des enseignes qui sont installées perpendiculairement au mur de l'activité. Là, on va être sur des enseignes donc un peu plus de 200 de ce type, donc environ 5% des enseignes du territoire. Souvent, ça va être vraiment des enseignes petites, on va être à moins d'1 mètre carré. Puis la plupart des activités qui utilisent ces enseignes-là vont se situer plutôt en centre-ville et vont utiliser une enseigne sur leur façade de ce type. C'est en termes de paysage, on est plutôt sur des petites enseignes et un impact relatif, même s'il peut exister certaines activités où là, l'enseigne perpendiculaire va prendre des dimensions plus importantes, voire sur le restaurant, où là, on a quand même une grande enseigne, qui fait presque un étage, ou certaines activités qui pourraient aussi qui peuvent avoir plusieurs enseignes perpendiculaires sur leur façade. Voilà, mais la majorité des cas va être plutôt sur une enseigne inférieure à 1 mètre carré par façade. Donc en termes de paysage, c'est quand même relativement bien intégré, d'autant que certains documents patrimoniaux sur le territoire limitent ça aussi ponctuellement dans certaines communes. Donc ça permet aussi d'avoir une qualité déjà présente. Donc ces enseignes perpendiculaires, elles font l'objet aussi de règles nationales. Donc elles sont interdites devant les balcons et les fenêtres. Elles ne peuvent pas dépasser la limite supérieure du mur. Donc là, il n'y a pas de notion d'égout du pomme, c'est vraiment la limite supérieure du mur. Et puis également, vous avez une règle de saillie, donc le débordement de l'enseigne sur le domaine public ne peut pas excéder, bon alors là c'est un peu compliqué, mais 1/10 de la distance séparant 2 alignements de la voie publique. Donc avec le petit schéma haut, on va mieux comprendre. En gros, vous avez l'alignement, donc c'est, si vous voulez, les 2 façades privées qui sont face. Donc l'alignement, c'est la voirie plus les trottoirs, un peu simplifié. Et donc cette distance A, vous avez le droit de déborder de 1/10 de A. Donc, si vous avez un alignement qui fait 30 mètres, vous avez 1/10, vous pouvez déborder de 3 mètres, mais la limite supérieure, c'est 2 mètres, donc maximum 2 mètres. Bon, des voiries de 30 mètres avec le trottoir sur une voirie, pas beaucoup. Il y aura plutôt des rues étroites où on va être à 6-7 mètres, et donc là, 1/10, on sera à 60-70 cm maximum. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc là, on est en dessous de la borne de 2 mètres, donc on ne peut pas l'augmenter. Donc voilà, donc ça c'est des dispositions qui existent déjà aujourd'hui. Donc on a quelques dispositifs qui dépassent la limite du mur.
aujourd'hui, mais globalement, cette catégorie d'enseigne pose assez peu tout à l'heure de problématiques en termes de paysage. Donc, quelques règles locales pourront être envisagées, mais grosso modo, c'est relativement qualitatif. Et enfin, pour conclure sur les enseignes, on a des enseignes qui sont, enfin, on a une enseigne en fait installée sur toiture, donc qui est une mesure 0,1 mètre carré. Donc on peut quasiment dire que sur le territoire, il n'y a pas d'enseigne sur toiture, ce qui est relativement rare et donc qui peut donner lieu aussi à des règles locales pour éviter des implantations d'enseignes de grand format sur des toitures, ce qui n'est pas forcément intéressant en termes de paysage, dans la mesure où, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le relief est un peu marqué, les bâtiments un peu hauts. Si vous avez des enseignes sur toiture, elles vont être visibles de très loin, mais l'impact paysager sera d'autant plus marqué. Donc, voilà, il y a une marge de manœuvre réglementaire sur ce sujet pour essayer vraiment d'éviter des implantations. Sachant qu'en plus, il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas actuellement. Et ça, donc, l'idée, ce serait plutôt de chercher à garder la qualité actuelle et voilà pour le volet enseigne sur le territoire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui est présenté, par rapport aux chiffres, etc. Je ne sais pas si ça vous questionne ou pas, ou si c'est représentatif de ce à quoi vous attendiez sur le sujet. Ça vous laisse sans voix, j'ai endormi tout le monde. Ça fait beaucoup de chiffres aussi. Oui, donc, c'est beaucoup de chiffres. Donc c'est pour essayer voilà, de se projeter un peu sur le sujet et d'avoir un peu de... Donc, globalement, on a quand même une qualité, un parc d'affichage qui est qualitatif. Et je pense qu'effectivement, l'idée du territoire, c'est peut-être de maintenir cette qualité. Ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, le règlement permettrait qu'il ne soit plus qualitatif, avec des enseignes beaucoup plus grandes que ce qu'on a aujourd'hui, et le règlement national le permet. Et en fait, notre souci, nous, élus, c'est pas d'embêter les commerçants, mais c'est de préserver ce qui est plutôt bien fait par les acteurs économiques en matière de publicité et d'enseigne, sachant qu'effectivement, on pourrait potentiellement avoir des débordements et que le règlement national le permet. Un peu dans cet esprit-là que ça s'inscrit tout à fait. Alors, il faut savoir aussi qu'actuellement, en fait, finalement, on a quand même quelques règles locales, mais pas sur tout le territoire. On a en fait les sites patrimoniaux remarquables, dans lesquels, donc c'est souvent dans les centres-bourgs de Sainte-Marie, La Flotte, Saint-Martin. On a aussi le centre-bourg d'Ars. Donc voilà, c'est des secteurs qui sont préservés, parce quand on a des demandes comme ça d'enseignes, la demande va passer chez l'architecte des bâtiments de France. Donc effectivement, et là, il va y avoir des règles. Dans les documents aussi du SPR, on a aussi des règles. Donc actuellement, on a quelques secteurs comme ça qui sont déjà soumis à des règles locales plus restrictives que les règles nationales. Et c'est aussi pour ça qu'on a une certaine qualité sur le territoire. Donc après, le deuxième sujet, en parallèle des enseignes, donc là, ça va être vraiment les publicités et les préenseignes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ces deux catégories de dispositifs sont beaucoup moins courants en paysage. On a 79 PIL, donc rapporté aux 4400 enseignes. C'est anecdotique, hein, si vous voulez, mais bon, il faut quand même qu'on en parle. Pourquoi alors d'abord revenir sur les définitions. Oui, donc les publicités préenseignes, c'est deux catégories de dispositifs, comme on disait tout à l'heure, qui ne sont pas sur le lieu de l'activité, contrairement à l'enseigne. On n'est pas sur le terrain ou sur le bâtiment de l'activité. Nécessairement, la publicité et la préenseigne sont en dehors du lieu de l'activité à laquelle elles font référence. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir les identifier. La préenseigne va se distinguer de la publicité, puisque la préenseigne, elle va avoir l'indication de proximité. Ça peut être une flèche, ça peut être suivre la direction de, à 5 minutes, etc. En tout cas, il y a cette indication dessus. Elle ne figure pas sur la publicité. La publicité, elle, par soustraction, ce sera ce qui n'est pas enseigne ni préenseigne, si vous voulez. Donc, c'est ce qui est destiné à informer le client, à attirer son attention. Donc, ça peut être tout un tas de choses différentes. Donc, il y en a très peu sur le territoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'interdictions sur le territoire qui sont liées au patrimoine ou au paysage. Donc, en gros, vous avez deux niveaux d'interdiction, sans trop rentrer dans le détail, des interdictions absolues, c'est-à-dire que là, c'est interdit et puis c'est pas discutable, et puis des interdictions relatives, où là, c'est interdit aujourd'hui par principe, mais il est possible de lever l'interdiction partiellement.
Voilà un petit peu les deux Dans le niveaux cadre d'un RLP. dans le cadre du RLP. Donc là, il y aura, sur les interdictions relatives, il y a un sujet de discussion, puisqu'on peut lever l'interdiction, c'est pas une obligation, on peut laisser l'interdit. Par contre, dans les interdictions absolues, il n'y a pas de discussion. C'est interdit. Alors, qu'est-ce que ça concerne concrètement sur l'île? Donc là, vous avez deux couleurs sur la carte. Toutes les zones en rouge, donc, qui sont essentiellement des zones plutôt non bâties, en fait des secteurs qu'on appelle sites classés, donc qui sont des espaces boisés, ça peut être des zones agricoles, etc. Mais dans ces secteurs-là, de toute façon, publicité de préenseigne, c'est interdit et il n'y a pas de discussion possible. Dans les secteurs d'interdiction relative, là, ça va concerner plutôt les centralités, donc ça peut être, ça va être en gros tous les centres-villes, centres-bourgs, territoires, zones d'activité également, qui ne sont pas en zone rouge et pour lesquels, là, il peut y avoir discussion. Il y a discussion notamment pour la communication associative et puis la communication comment dire, institutionnelle pour des manifestations locales, des choses comme ça qui pourraient trouver à s'exprimer dans ces zones. Mais encore une fois, là, il ne s'agit pas de communiquer sur d'autres formes de publicité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de publicité. Alors, en théorie, il devrait y avoir zéro, puisque c'est interdit partout finalement. Aujourd'hui, ce port rouge ouvert, c'est interdit. Donc voilà, ce qui explique le faible nombre de dispositifs présents actuellement. D'ailleurs, certains dispositifs aujourd'hui signalent des activités qui n'existent plus sur l'île, qui n'ont pas été retirées. Donc, sur ces 79 dispositifs, donc comme c'est interdit partout, ils sont tous en infraction. Là. Donc, vous en avez 55 qui sont scellés au sol et puis 24 qui sont installés sur des murs ou sur des clôtures. Donc, voilà pour la répartition. Donc, là, il y a beaucoup moins de latitude possible sur ce sujet-là. Hein. Ce qui est un peu l'inverse de la plupart des règlements en France. C'est-à-dire qu'en général, les règlements en France, ils essaient de limiter la place de la publicité et ils réglementent aussi les enseignes. Mais là, du coup, on a un peu la réflexion inverse, puisque la publicité et les préenseignes, ils sont interdits partout. Ce qu'on peut limiter plus, c'est les enseignes, finalement. C'est rarement le cas. Donc, au niveau des localisations, donc les publicités et les préenseignes, là, elles se situent plutôt le long des axes structurants de l'île, hein, donc, principalement le réseau départemental. C'est logique, puisqu'on essaye de guider les activités vers une activité. Enfin, c'est plutôt des préenseignes, mais on essaie de guider vers l'activité. Donc, on se met sur l'axe structurant, il y a plus de flux routiers. Voilà, donc quelques illustrations de ces publicités ou ces préenseignes. Donc, en préenseigne, vous avez par exemple un ostréiculteur. En publicité, vous avez tout ce qui est les panneaux vendus, loués par, etc., des agences immobilières qui rentrent là-dedans. Qui sont interdits, y compris sur les arbres, notamment. Et puis les dispositifs qui, sur la photo en bas à droite, donc une activité qui n'existe plus, mais la publicité est restée sur le mur. Là aussi. Voilà, donc voilà pour la petite partie sur les publicités et les préenseignes. Donc effectivement, c'est beaucoup moins un sujet en tant que tel sur le territoire. Je souhaitais quand même porter à votre connaissance l'existence de ces différentes catégories. Oui. Nous, l'affichage libre, c'est considéré comme des enseignes ou des publicités. Alors, l'affichage libre, oui, en fait, les emplacements d'affichage libre, ils sont en principe dédiés à l'affichage d'opinion ou à l'affichage des associations sans but lucratif. Donc, ces espaces-là doivent faire l'objet d'une dérogation dans le RLPI pour pouvoir être installés ensuite. C'est une des discussions dans le cadre du RLPI, de savoir si les élus souhaitent lever l'interdiction relative dans les zones vertes qu'on a vues tout à l'heure, pour éventuellement réautoriser ce genre d'emplacement. Et après, c'est à charge à chaque commune de définir les emplacements et de mettre ça dessus. Alors attention, c'est pas n'importe qui, c'est pas la publicité du commerce du coin, c'est vraiment que l'affichage d'opinion ou que la publicité des associations sans but lucratif. Donc le don du sang, des manifestations locales sans but lucratif, voilà, peuvent. Associations sportives, notamment. Les dérogations sont possibles même si on est dans une zone où c'est totalement interdit. Alors dans les zones. Pour l'affichage libre. Oui. Dans les zones d'interdiction relative, donc dans les zones vertes qu'on a vues sur la carte, je vais remettre la carte. Donc sur les zones vertes ici, c'est en débat, c'est une possibilité. Aujourd'hui, l'attention, c'est que si on reprend le passé, notamment les fameux bonbons dans le village,
souvent, elles sont positionnées dans des secteurs classés, et non pas, non pas dans des zones vertes. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir intégrer malgré tout ce qu'on trouve dans les zones urbaines, mais pas dans les zones hors urbain. On le voit souvent sur les bords de route départementale, on est tout de suite en site classé. Et là, c'est une autre réglementation. Et donc, en site classé, c'est interdiction absolue. Et quand on est sur la limite, c'est-à-dire un rond-point qui se trouverait entre une zone rouge et une zone verte, Elle est dans la zone verte. le rond-point qui est au milieu. Donc, dans la zone verte, dans la zone rouge, les canaux, pas dans l'air comme ça. Donc, il faut regarder le cas par cas, ça va chaque commune va devoir regarder son zonage et voir s'il souhaite faire ce type d'exclusion de réglementation actuelle, c'est-à-dire réintroduire la possibilité sous sa de faire l'affichage et qui détermine bien le lieu où il veut le faire et que ce soit bien possible. C'est-à-dire qu'un site classé, on ne va pas le déclasser pour faire de l'enseigne ou de la publicité. Pas possible. Donc, il y aura des restrictions et ce qui était pratiqué aujourd'hui et qui a fait l'objet notamment de la pas nécessairement la possibilité de le reproduire pour regarder. Justement, l'affichage ponctuel va rentrer dans L'affichage de l'affichage ponctuel. oui, les manifestations, voilà. Ça peut, par exemple, s'il y a une dérogation qui est faite, il y aura sans doute des emplacements pour les communes qui mettront en place des emplacements, et ces emplacements, ils pourront être utilisés pour des manifestations locales, pour le don du sang, pour voilà. Et vraiment, voilà, oui, c'est ça. Il y a déjà des communes qui en ont. Actuellement, sur Rive-Doux, là, ça serait donc autorisé, d'après la carte. Alors là, pour l'instant, la carte, vous pouvez juste retenir que c'est interdit partout, et dans les zones vertes, il y a des discussions. Oui, mais justement, Rive-Doux, elle est en zone verte. Alors, le fait que là, la carte, au niveau de la pointe, elle n'est pas assez précise. Ce n'est pas complètement en vert. On voit pas bien. Ah là, on est sur un zoom sur une échelle. On va regarder après sur chaque. Et bon, mais on va le voir tout à l'heure dans les orientations, sur les possibilités qui seront ouvertes. C'est que la notion de banderole, par exemple, sera exclue. Parce qu'elle n'est pas possible. C'est des supports particuliers qui vont vous présenter. D'accord. Oui. Je banderole sur un terrain privé, je vois une route départementale. Alors, si cette banderole, elle a un lien avec l'activité qui s'exerce chez vous, c'est possible. Par contre, si la banderole, elle est là pour signaler un événement ailleurs, c'est interdit. Là, c'est de la publicité. C'est ça. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banderoles, que ce soit installées sur le domaine public par une collectivité, c'est interdit. Et que vous l'installez chez vous pour signaler quelque chose ailleurs, c'est interdit aussi. Par contre, si c'est chez vous et que c'est une banderole pour les promotions d'un produit que vous vendez juste derrière dans votre activité, chez vous, sur l'emprise, là, c'est une enseigne et c'est possible. C'est possible, mais il faut demander une autorisation. Oui, après, une autorisation, mais on peut pas, en principe, on ne peut pas la refuser aujourd'hui, l'autorisation d'enseigne par rapport à ça, puisque c'est autorisé par le droit en vigueur. Donc, en fait, ça dépend si chez vous, vous avez l'activité. Non, pour on informe qu'il se passe quelque chose. Ailleurs, enfin, non, ça c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Que ce soit privé ou public, c'est interdit. Les communes ont été verbalisées, c'est arrangé avant, mais les communes ont été je dirais, attaquées entre guillemets par la préfecture sur cette pratique d'information des lieux qui ne sont pas prévus par la réglementation actuelle, et on a été obligé d'enlever toutes nos banderoles à cause de ça. Ils ne suivent pas. L'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut trouver des alternatives à ça qui soient conformes et que les associations qui utilisent les banderoles ou les collectivités qui utilisent pour la manifestation locale puissent les installer dans des emplacements dédiés, dans des zones où on a le droit de le faire, finalement. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on est en train d'essayer de voir aussi, en tout cas dans les zones vertes, parce que dans les zones rouges, de toute façon, on n'a pas le droit. Ce qu'on pourrait faire dans ces fameuses zones vertes aujourd'hui, pour l'instant, aujourd'hui, quelle que soit la couleur, c'est interdit, mais dans les zones vertes, on a cette marge de manœuvre possible.
Donc voilà pour la publicité. Du coup, on va poursuivre avec les orientations. Si vous voulez bien. Donc, c'est des orientations qui ont été validées par les élus en fin d'année 2022. Et donc, ces orientations, après, elles ont été aussi débattues dans tous les conseils municipaux de chaque gouvernement. Nous en avons pour deux, mais en tout cas, c'est partagé par les élus du territoire. Voilà, donc ces orientations, elles visent à traduire les objectifs que se sont donnés les élus. Donc, dans la délibération qui a lancé la démarche, vous avez 4 objectifs qui ont été définis, donc décembre 2020. Donc, ces 4 objectifs, vous les avez présentés ici. Donc, le premier, c'est l'objectif de préservation du cadre de vie. Donc, on l'a dit, aujourd'hui, on a un territoire relativement préservé. Donc, l'objectif de la démarche, c'est vraiment d'essayer de conserver cette qualité présente, tout en intégrant la nécessaire visibilité des commerçants et des activités présentes sur le territoire. Donc, il ne s'agit pas de tout interdire à tout le monde. Et également d'intégrer la dimension associative, donc en permettant justement des communications pour les associations locales sur leurs manifestations. Et puis l'objectif 4, il a pour objet aussi d'organiser le pouvoir de police en matière d'affichage, puisque comme on l'a rappelé, il va y avoir un transfert en 2024 du préfet vers les maires, donc de savoir comment cette question est gérée pour faire du contrôle sur le terrain, pour gérer les demandes lorsque les commerçants changeront leurs enseignes, etc., etc. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place par rapport à ce sujet-là. De ces 4 objectifs, donc les élus ont débattu sur plusieurs orientations. Donc, la première orientation, elle vise à éviter certaines implantations d'enseignes. Donc, on a pu en voir quelques exemples, mais vous avez des implantations d'enseignes qui ne sont pas nécessairement en harmonie avec l'environnement ou le paysage dans lequel elles s'inscrivent. Donc là, il va falloir essayer de trouver comment on peut se prémunir d'implantations qui pourraient être dommageables. Donc, on a dit tout à l'heure, il n'y a quasiment pas d'enseignes sur toiture, donc peut-être qu'on peut faire en sorte dans le règlement que ce type d'implantation soit interdit ou en tout cas très limité sur le territoire, par exemple. Sur la végétation, sur les arbres aussi, on peut essayer de faire en sorte d'éviter qu'il y ait des implantations d'enseignes. Voilà, dans tout un tas de lieux comme ça, on va pouvoir réfléchir si les enseignes ont leur place ou pas, et l'échéance sur des règles locales spécifiques pour permettre d'avoir une bonne implantation. Quand vous avez des garde-corps en fer forgé ou des choses comme ça, ce n'est pas toujours acceptable, souhaitable d'avoir des enseignes dessus, puisque ça va masquer des éléments décoratifs d'une façade, ou voilà, ce genre de choses peut être mise en place. Donc, en tout cas, cette orientation-là, elle traduit cette volonté-là d'aller un peu plus loin que la réglementation nationale pour les enseignes. On a évoqué aussi un certain nombre de secteurs patrimoniaux, donc aux abords de monuments historiques ou les sites patrimoniaux qui existent dans plusieurs communes. Donc, dans ces secteurs-là, on peut aussi aller un peu plus loin que ce qui existe aujourd'hui pour préserver des façades qui sont travaillées, qui ont des éléments décoratifs importants, etc., pour la mise en œuvre du patrimoine. Donc, dans ces secteurs-là, en plus, l'architecte des bâtiments de France, lui, préconise aussi certaines choses qui pourraient être reprises pour avoir vraiment une cohérence sur l'ensemble de l'île et de ces secteurs protégés. Donc là, c'est vraiment cette idée-là d'essayer de compléter les aspects architecturaux et patrimoniaux en matière d'enseignes. Qui aujourd'hui sont déjà dans ces secteurs-là bien mis en place, puisqu'on peut voir un certain nombre d'enseignes quand même dans tous ces centres-villes patrimoniaux qui sont de qualité, de très bonne qualité. On peut avoir en haut à droite, par exemple, des enseignes en lettres découpées, des choses comme ça qui vont s'intégrer sur le bâti existant et ne pas porter atteinte à la façade. Donc, c'est plutôt qualitatif. Et puis, pour le commerçant aussi, c'est un gage de qualité. Enfin, ça donne souvent plus envie d'aller dans une activité quand on a un extérieur qui donne envie. Donc, les enseignes lumineuses dont on a parlé tout à l'heure, donc là, c'est un sujet. L'idée, ça va être de chercher à essayer, à travers le règlement local de publicité intercommunale, de limiter la pollution lumineuse que ça peut occasionner, et puis de travailler spécifiquement sur les écrans numériques qui se déploient de plus en plus, de voir comment on peut cadrer ça à l'échelle locale, dans une perspective de limiter aussi la consommation énergétique que ça peut occasionner. Donc, avec la nouveauté que dans le RLPI, maintenant, on peut intégrer les écrans qui sont à l'intérieur des vitrines. Ça permet aussi d'avoir une plus grande cohérence
Si on fixe par exemple une plage d'extinction, avant elle ne s'appliquait qu'à l'extérieur, mais pas aux écrans à l'intérieur. Maintenant, on peut faire en sorte que si c'est éteint entre 1h et 6h, bah, c'est à la fois pour l'extérieur, mais aussi pour les écrans qui sont à l'intérieur de la vitrine. Ça, c'est une nouveauté qui fait l'objet de cette orientation et qui pourra donner des règles locales sur ce sujet. Avant, tout ce qui était à l'intérieur, comme on a parlé tout à l'heure, n'était pas du tout réglementé. Donc, les règles nationales n'avaient pas du tout d'impact dessus. Et c'est vrai que certains commerçants pouvaient développer justement pas mal d'affichage, et notamment lumineux. Donc, par exemple, on pense aux agences immobilières. Là, on voit une pharmacie. Et aujourd'hui, depuis récemment, les règles sur la publicité extérieure peuvent venir impacter, réglementer ces dispositifs, mais il faut qu'ils soient lumineux. Tous les dispositifs d'enseigne, c'est pas d'enseigne, mais d'affichage à l'intérieur des vitrines qui ne sont pas lumineux, elles restent. Pas de règle. On disait sur ce qui était collé à l'intérieur et à l'extérieur tout à l'heure, effectivement. Donc là, maintenant, quand c'est lumineux, on peut effectivement le cadrer. Donc là, les élus ont souhaité se saisir de ce sujet-là dans l'orientation 1.3, et donc ça pourra donner lieu à des règles par la suite dans le futur règlement. Donc les enseignes perpendiculaires dont on a parlé tout à l'heure, on disait qu'en termes de place dans le paysage, on est sur des dispositifs de petit format, donc aujourd'hui, l'impact est assez limité, même si ponctuellement, on peut avoir des activités avec une redondance d'enseignes perpendiculaires de ce type, qui pourrait être éventuellement mutualisée sur un support, pour éviter d'avoir une accumulation et une façade avec vraiment un nombre trop important de ce type d'enseigne. Donc là, ça fera l'objet aussi de réflexion locale pour peut-être limiter le nombre, etc. Actuellement, les règles nationales ne limitent pas de nombre. Non, pas de limite de nombre, même si ces enseignes-là, vous avez une proportion à respecter sur votre façade. Donc, elles comptent dans la proportion de la façade. Donc, on compte tout ce qui est parallèle au mur et tout ce qui est perpendiculaire au mur. Et on regarde si ça respecte une proportion par rapport à la taille de la façade. Donc, ça limite un peu, mais ça peut être insuffisant dans bien des cas. Donc, c'est vrai qu'en général, on complète dans un règlement par des limites de nombre sur telle catégorie. En tout cas, c'est une piste qui sera envisagée. Donc, les enseignes sur clôture dont on a parlé tout à l'heure, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de réglementation locale, de réglementation nationale, pardon. Donc, localement, c'est intéressant de se donner un cadre pour éviter d'avoir, comme on peut le voir en bas, des clôtures qui seraient intégralement remplies d'enseignes. Là, on va avoir une occultation complète de tout ce qui est verrière, alors qu'on avait une clôture ajourée. Là, ça peut être dommage d'occulter complètement sur des dispositifs de plusieurs mètres carrés et qui ne sont pas forcément adaptés au contexte local en termes de surface notamment. Donc voilà, rechercher sur ces enseignes-là, qu'est-ce que l'on peut encadrer, est-ce qu'on impose que sur les clôtures, ce soit des lettres découpées, des choses comme ça. Il y a un tas de discussions à mener pour savoir où sera mis le curseur sur ces enseignes-là. Donc, sur les enseignes qui sont scellées au sol ou installées sur le sol, donc, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a déjà pas mal de dispositions qui existent lorsqu'elles font plus d'1 mètre carré, que ce soit la hauteur, la surface, le nombre qui est déjà encadré, même si ça peut paraître insuffisant dans certains cas, puisque les formats, notamment, et la hauteur sont assez disproportionnés par rapport au contexte local. Donc là, on pourra limiter ça. Et puis, quand elles mesurent moins d'1 mètre carré, ces enseignes-ci ne font pas l'objet de règles particulières. Donc là, localement, il y a un enjeu important pour en limiter le nombre et la hauteur notamment, puisque ça peut permettre d'éviter d'avoir une profusion de dispositifs qui va nuire à la qualité des paysages parallèles. Voilà, donc là-dessus, une réflexion pour essayer aussi de peut-être harmoniser le format de thème ou autre peut être envisagé. Et enfin, les enseignes temporaires peuvent donner lieu à des dispositions particulières. Donc, les enseignes temporaires, c'est tout ce qui va servir à communiquer pour des opérations exceptionnelles, des manifestations exceptionnelles. Donc, ça peut être des soldes, ça peut être des ventes immobilières, des locations, etc., ce genre de choses, comme vous pouvez avoir sur les illustrations. Donc, ces enseignes-là, en principe, sont installées pour moins de 3 mois, sauf pour l'immobilier, puisque c'est tant que ce n'est pas loué ou vendu, tant que l'opération est en cours. Et donc là, elles peuvent faire l'objet aussi de règles d'implantation, être autorisé à un endroit, interdire un autre, etc. Donc, il y a une marge de manœuvre sur ce sujet-là. Donc là aussi, ça fait l'objet d'une orientation pour que le règlement puisse décliner
règles locales sur ce sujet. Il faut savoir que pour ce type d'enseigne, elles ne sont pas toutes soumises à l'autorisation, mais certaines, en fonction du lieu où elles vont être implantées, elles sont soumises à l'autorisation actuellement. Là, on est plus sur un contrôle a posteriori, c'est-à-dire que dès que c'est installé, on vérifie que ça respecte la réglementation, mais il n'y a pas de contrôle amont. Il peut y avoir sur d'autres catégories d'enseignes, on dépose une demande d'autorisation qui est acceptée uniquement si ça respecte. Donc, c'est moins facile à réguler. Donc, en ayant des règles locales, ça permet aussi de limiter des installations un peu sauvages parfois. Et dans tous les sites patrimoniaux du territoire, effectivement, là, elles sont soumises à autorisation préalable. Donc, sur la publicité, on l'a dit, par rapport aux activités associatives et aux activités des collectivités locales, l'objectif, ce serait de chercher à instaurer une dérogation à l'interdiction de la publicité pour les emplacements applicatifs et tout ce qui va concerner les collectivités et la communication institutionnelle pour permettre d'avoir des lieux dédiés avec des emplacements sur lesquels la communication puisse se faire et qu'il n'y ait pas des banderoles installées n'importe comment qui seront dans tous les cas en infraction avec le code de l'environnement. Donc ça ne sert à rien d'aller là-dessus. L'idée, c'est de définir ces éléments-là. Dans cette orientation 3, puis pour finir, on a une orientation par rapport à l'objectif 4 pour la compétence de police dont on parlait tout à l'heure. Il y a un transfert de police en 2024. Donc, l'idée, c'est d'une part d'organiser cette prise de compétence, donc avec la définition de l'autorité compétente, puisqu'en fait, dans la pratique, ça peut être le président de l'île de Ré ou les maires des communes de l'île de Ré, donc savoir qui sera compétent. Les deux sont possibles en 2024. Aujourd'hui, c'est le préfet, le troisième acteur sur cette question. Et puis, organiser cette compétence, c'est-à-dire comment sont instruits les dossiers, comment sont suivies les demandes des commerçants, des artisans, des professionnels, comment sera menée aussi la police de l'affichage, est-ce qu'il y aura des contrôles, de quelle manière. Ça pose tout un tas de questions, ce transfert de compétences et cette organisation locale de ce pouvoir. Et également, l'objet de la dernière orientation, c'est évidemment de renforcer la connaissance sur ce sujet, donc à travers des actions pédagogiques, que ce soit pour, en premier lieu, les élus et les agents du territoire, pour exercer les missions de police et d'instruction, et également, de manière plus large, sensibiliser tous les acteurs professionnels du territoire. Cette réunion publique, elle contribue modestement à son échelle, mais du coup, l'idée, c'est aussi, à travers tout un tas d'autres documents, de pouvoir communiquer sur ce sujet, et puis que petit à petit, la réglementation soit connue et ensuite appliquée par tout le monde. Donc, il est prévu, en plus du règlement, qui sera vraiment écrit strict, un guide de pratique qui sera plus illustré et dans lequel on rappellera aussi les règles nationales, parce que certaines règles nationales vont encore s'appliquer. Toutes les règles nationales qu'on n'aura pas restreintes, elles vont venir s'appliquer en même temps que les RLP. Donc, il y aura à la fin un guide pour permettre de mieux appréhender ces nouvelles règles pour l'ensemble des acteurs. Concrètement, ça veut dire que si les règles vont se créer au bout du bout, plus restrictives, elles sont fortement plus restrictives que la nationale. Donc, il va y avoir des entreprises, des personnes qui font action. Et il y aura un délai, il y aura des aménagements qui sont apportés aux commerçants qui se mettent en place. Très clairement, si vous voulez, il y a des commerçants qui sont aujourd'hui en infraction. Ça, on n'en parle pas, mais ils sont en infraction. Il y a effectivement ceux qui ont fait la démarche et qui ont eu l'autorisation de mettre leurs enseignes de publicité qui sont conformes aujourd'hui, qui demain risquent de ne plus être conformes. Oui, c'est Eh bien, ces commerçants auront 6 ans. Et c'est ce qu'on avait une réunion tout à l'heure, notamment avec la chambre de commerce, et on insistait effectivement, mais on est en phase là-dessus, c'est de dire qu'il faut un gros travail de sensibilisation, pas attendre les 6 ans, c'est-à-dire que les gens soient. Je disais tout à l'heure, moi j'ai des enseignes à changer, donc, le règlement n'est pas écrit. Et dès qu'il va être écrit, effectivement, et adopté, effectivement, il faut intégrer pour les commerçants, les artisans, effectivement, ces changements réglementaires, en sachant qu'il y aura 6 ans, effectivement,
délai pour se mettre en conformité. Est-ce qu'il y aura un travail des communes par rapport à de l'indication? Parce que le problème actuellement, depuis des années, on parle du désert dans toutes les petites communes, mais c'est que souvent, rien n'est indiqué. C'est-à-dire, l'île Marseille, nous au bois, ça vient seulement d'être fait. C'est-à-dire que dans plein de communes, il faut chercher les acteurs commerciaux, même les docteurs, enfin tout. Donc, est-ce que les maires de toutes les communes de l'île ont anticipé et prévoient d'indiquer les choses? Parce que les commerçants, moi personnellement, c'est vrai que je suis une ancienne commerçant et je suis sensibilisée, mais il faut aussi penser à la population. Très souvent, ainsi que nous, ici, les touristes, sont toujours en train de chercher combien de commerces deviennent des offices de tourisme toute la journée. Pas le dilemme. Le dilemme pour les collectivités, c'est la multiplicité des flèches d'orientation, etc. Quand on a 70 commerces, comme on l'a connu sur le village, à chaque coin de rue, on ne peut pas mettre 70 panneaux pour dire. Donc on essaye d'être générique, c'est le marché, les médecins, oui. Hébergement, oui, mais si on a, je ne sais pas, 4 campings, 5 campings, les médecins, le boucher, on ne peut pas. Voilà. Donc le problème, effectivement, le problème, je le comprends. La difficulté, c'est de trouver l'équation d'une juste signalisation qui soit lisible. Que ce ne soit pas des placards. Non, mais voilà. Ça peut être aussi simplement une indication centre-village. Voilà. Quand on passe sur la grande route, on ne sait pas forcément, par exemple, à la fois, on ne sait pas où est le centre-ville. Je parle pour les gens qui j'ai des gens qui me disent: ah bon, il y a un centre-village à la quoi, ou au bois, c'est pareil. Et je ne savais pas qu'il y avait des commerces devant l'église. Voilà, ça, c'est des choses qui sont quand même, on l'a toujours entendu. C'est un sujet qui est connecté au RLPI, donc le RLPI ne pourra pas réglementer, apporter de solutions en tout cas sur. Quand je dis que d'indiquer, ce n'est pas spécialement par commerce, c'est simplement. Voilà. Ouais, parce que si on mettait une ligne de commerce, on a français. Non. C'est pas le but. Ça peut se faire. En fait, ça, c'est de la signalisation d'information locale et c'est la compétence des communes actuellement. En tout cas, du gestionnaire de la voirie. Ça peut être commune ou département, finalement. Et donc ça, il y a plusieurs communes déjà qui ont mis fléchage, c'est difficile. Par contre, effectivement, c'est vraiment cette question-là, parce que si on a un placard de 20 d'activités, c'est censé lisible. Non, mais ça, c'est du tourisme. Déjà, des activités cibles un peu. De toute façon, après, dans le jalonnement, normalement, il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire que quand vous circulez sur la voirie principale, vous allez avoir des panneaux routiers qui vont pouvoir vous dire le centre-ville est par un panneau routier. Ensuite, vous vous approchez et en fait, plus vous vous approchez de l'activité, plus vous allez avoir une information qui va devenir précise. Donc, c'est comme ça que, en général, sont installés les panneaux de signalisation. Alors, parfois, il y a des excès, surtout avec n'importe quoi, mais quand c'est bien fait, normalement, vous avez du jalonnement routier primaire et puis après, vous descendez. Et en plus, en théorie, cette signalisation d'information locale, elle est utile pour les activités qui sont en dehors des zones d'activité, si vous voulez, enfin, des zones d'activité ou des centres-villes. En centre-ville, c'est impossible de signaler tout le monde, il y a trop d'activités, mais une fois que vous êtes en centre-ville, vous avez la vue sur toutes les activités. Ça va plus être pour une activité qui est un peu en dehors, qui est un peu isolée, où elle, si elle n'a pas cette signalisation, personne ne passe à côté. Donc là, par contre, le jalonnement, c'est une pas, mais. Oui, voilà, donc après, ça peut. Il y a un gros panneau à l'entrée de la maison. C'est vrai que les gens me disent non. Voilà, donc, les gens. Alors, pour les zones d'activité, ça peut être un peu différent, puisque vous pouvez avoir à l'entrée des zones d'activité un panneau qui représente toutes les activités présentes et qui permet de localiser ça. Donc, c'est un complément. Après, voilà. Il ne faut pas se retrouver avec du fléchage dans tous les sens. En zone d'activité, c'est pareil. Si vous avez 15 activités et que chacun met 3 flèches, vous avez. Parce que le but, c'est pas d'impacter. Oui, non, mais après, il faut rechercher l'équilibre, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des moyens de signalisation autres que les préenseignes, de toute façon, sont interdites
partout, mais qui peuvent passer par des dispositifs plus routiers. Du coup, là, il y a un peu plus de marge de manœuvre pour les communes ou départements, si c'est le long des voiries départementales. Mais il y a des choses qui existent, qui peuvent être mises en place. Après, c'est à réfléchir pour chaque commune. Et toute activité ne peut pas être signalée, il me semble. Il y a une liste, en fait, par le code de la route définie. Donc, restauration, hébergement, en fait, toutes les activités qui sont importantes, utiles en personne en déplacement. Services publics aussi peuvent être signalés. Donc, c'est connexe au RLPI. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à. Par rapport à l'ouverture panneau, on dit qu'il y aurait une surface à respecter par rapport à la surface de passage. Et le panneau devra faire telle surface qu'on va prendre en matière de publicité par rapport à la surface du bâtiment. On aurait droit à 25-30% de publicité sur le passage. Alors pour l'instant, en l'état actuel, c'est 15 ou 25%. Ça dépend de la taille de votre façade. Si votre façade fait moins de 50 mètres carrés, vous pouvez avoir 25% d'enseigne sur la façade. Si votre façade fait plus de 50 mètres carrés, donc c'est façade par façade. Chaque isolément. Donc si vous avez un bâtiment avec 4 façades, c'est sur chaque façade, vous pouvez regarder si elle fait plus ou moins de 50 mètres carrés. Et donc si elle fait moins, c'est 25% d'enseigne maximum. Si elle fait plus de 50 mètres carrés, c'est 15% maximum. Ça, c'est le cadre actuel. Attention, là, on est en train d'élaborer un pays, donc peut-être que ce sera plus récent que ça pour l'instant. Peut-être. Je ne peux pas vous dire. Il n'y a rien de décidé sur cette question. On peut vous dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que si c'est moins de 50 mètres carrés, c'est 25%, et 15%, parce que ça, c'est le code de l'environnement, c'est pareil partout en France, sauf le règlement de type CETIC, mais sinon, c'est applicable partout ça. Donc, en l'état actuel, vous devez respecter ces règles-là en tant qu'activité. Peut-être demain, une règle différente, ça, on verra lorsque le règlement sera approuvé, on sera en vigueur. C'est pour ça que si vous avez des changements à faire, attendez un peu. Aujourd'hui, c'est prématuré de dire si ça passe, aujourd'hui, vous êtes à 25% parce que votre façade fait 50 mètres carrés. Si demain, c'est 15%. Ça veut dire que le panneau, vous avez respecté les 25%, mais ça veut dire que dans 6 ans, vous changez de toute façon, puisque vous serez pas en conformité. Le conseil qu'on peut donner à toutes les activités qui veulent changer leurs enseignes, c'est attendez 2024. Voilà. Sauf à déjà être conforme, mais bon, normalement, voilà, mais sinon, si vous avez envie de changer. Si vous êtes à 15%, vous oui, voilà, après, ça dépend. Si vous êtes à 20 ou 25%, moi aujourd'hui, je ne veux pas dire ça sera ça, j'en sais rien. Mais soyez prudents. Qu'est-ce que je veux dire au niveau des détails, des surfaces, mais au niveau des couleurs? Vous savez qu'il y a plus ou moins des couleurs vert, orange, rouge, un peu pour l'alimentaire, etc. Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez dans le RLPI, il n'y aura pas de réglementation sur les coloris. On n'a pas le droit. Voilà, après, ça n'empêche pas de respecter certaines chartes qui peuvent exister par ailleurs dans d'autres documents. C'est particulier parce que vous êtes à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, il y a quand même l'avis d'architecte des bâtiments. Vous pouvez être bloquant. C'est lui, parce que c'est un avis conforme. Sur Sainte-Marie, La Flotte, Saint-Martin et le périmètre de l'église d'Ars, des 500 mètres autour. C'est un avis conforme de l'architecte des bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a le règlement, mais l'architecte des bâtiments. Donc, au-delà du règlement. Si vous partez sur quelque chose d'un peu flashy dans un secteur comme ça, il y a de fortes chances que l'architecte. Ouais, l'architecte. Donc, on est cette sensibilité. Hein. Mais le mieux dans ces cas-là, c'est de lui soumettre le projet en amont, d'avoir son aval en disant vous pouvez y aller. Dans tous les secteurs protégés par l'architecte du bâtiment de France, il faut demander l'avis avant, parce que sinon vous allez payer une enseigne, installer, et ça se trouve, vous devrez l'enlever immédiatement. Le coût d'une enseigne est quand même assez important, donc il faut quand même prendre les dispositions en amont. Et puis demain, vous devrez demander à la commune dans laquelle vous installez l'autorisation pour installer une nouvelle enseigne, pour en modifier une existante. Donc ça, ce sera quand le pouvoir de police sera transféré. Mais
Aujourd'hui, ça passe par la commune, mais nous, on transfère à la préfecture. Et là, ça sera différent. Ça sera instruit ou dans la commune, on ne sait pas encore, et probablement que le pouvoir de police sera local. En tout cas, cette autorisation, vous devrez la demander systématiquement. Ce qui n'était pas le cas forcément jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas une demande systématique. Ça dépend des endroits. Si, justement. Parce que comme on a, en fait, sur le territoire national, il n'y a pas, quand on propose une enseigne, on n'est pas obligé de demander une autorisation. Sauf que sur notre territoire, comme on a beaucoup de protection, aujourd'hui, toutes les enseignes sont soumises à autorisation. Donc, sont soumises à un dossier qu'on envoie à la préfecture. C'est parce qu'on est en site dans la pratique, ça c'est le cas. Mais en tout cas, normalement, toutes les anciennes, c'est une demande. Aujourd'hui, il y avait une question, Fran? Oui, j'en viens à l'endroit. Dans les endroits, vous avez dit tout à l'heure, quand c'est temporaire, il fallait demander une autorisation. Et à qui? À l'État aussi. Donc là, c'est à la... donc à la direction départementale des territoires et de la mer. C'est la préfecture, les services techniques de la préfecture sur la recherche. Ils ont un service publicité extérieur. Et après, ça sera, on verra, en 2024. En 2024. Bon. Et ce sera fin 2024 ou 2025. Enfin, même janvier 2024, parce que la compétence est... Donc ça va arriver, le fait que ça soit local, c'est en janvier. Là. On demande à partir de janvier, ils vont être transférés aux mairies. Non, mais ce qu'on a dit, c'est que la compétence d'instruction du règlement de publicité va être transférée de fait en janvier 2024. Ça, nous, on ne l'avait pas anticipé, c'est nouveau. Nous, on était dans la démarche pour prendre la compétence, grosso modo, fin 2024 et 2025. Là, l'État va plus vite que ce qu'on estimait, c'est-à-dire qu'il nous transfère, on voit ou non, à tous les présidents de communautés de communes, la compétence. Donc, ça veut dire que le règlement local ne sera pas terminé. On va récupérer la compétence, mais on va appliquer le règlement national. En attendant de valider le règlement local, lui, à ce moment-là, deviendra applicable fin 2024. Mais le laps de temps entre le 1er janvier 2024, où la compétence l'État la transfère aux communes, voire on va avoir une discussion aux communes, mais ça va être notre sauce interne au début. Et on va appliquer le règlement national en attendant d'approuver notre règlement. On avait une question en visio. Oui, alors, un monsieur donc souhaite poser une question sur les véhicules servant de support publicitaire, que ce soit à l'arrêt ou en circulation. Comment sont-ils pris en compte? Donc, c'est interdit sur l'ensemble de l'île. C'est interdit dans les sites inscrits. Donc, c'est simple. Donc, après, une voiture d'une entreprise où c'est vraiment la voiture d'entreprise où il met son petit logo, ça, c'est pas une voiture, c'est pas une publicité. Hein. La publicité, c'est les voitures qui servent qu'à ça. On envoie avec les. Un artisan qui a son numéro de téléphone et son nom sur son camion n'est pas assimilé à un véhicule. Voilà, là, les véhicules publicitaires. En fait, il y a des véhicules qui se positionnent sur des parkings, sur des espaces à proximité ou non de leur établissement et qui se mettent perpendiculaires à la voie, par exemple. J'en ai quelques-uns. On va être sur de la publicité parce qu'on n'est pas sur le site. Et si on est comme la douche rouge que vous l'avez montré, on va être sur de l'enseigne. Il y a des chevaux, elle fait un bouton. Si ça bouge. Ce qui est un véhicule publicitaire, c'est un véhicule dont l'unique objet, c'est de circuler, de faire de la publicité. Classiquement, c'est les véhicules incurvés, là, avec des grandes affiches, vous pouvez voir. Donc ça, c'est interdit. Voilà. Mais par contre, tous les véhicules dont l'objet premier n'est pas de faire de la publicité, mais de permettre à un professionnel de se déplacer d'un point A à un point B pour son travail, ne sont pas des véhicules. Et les artisans de chantier, par exemple. Oui, voilà, pour ça, voilà, là, il n'y a pas de problème.
N'importe quelle entreprise qui a son nom sur une voiture, c'est l'utilitaire de l'entreprise pour son travail, il n'est pas un véhicule. Les bus qui ont de la publicité dessus, c'est pareil. Ça impacte l'économie. Là, on parle vraiment d'un véhicule dont l'unique objet, c'est de circuler pour montrer ce qu'il a dessus. Donc, l'unique objet, c'est de rester d'un point pour faire part. Ça, sur le pied, il n'y a pas de dérogation possible. Non. Là-dessus, il n'y a pas de. S'il y en a, il ne devrait pas être là. Donc, ça constitue une infraction. Donc, l'État peut aujourd'hui imposer à ces véhicules d'aller se garer ailleurs, ou en tout cas, et demain, les maires pourront aussi verbaliser ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Visio? Sinon, j'ai répondu. Le dernier point du jour, juste pour vous donner quelques éléments donc à la suite de cette réunion, si vous souhaitez aller plus loin pour vous informer sur le RPI en tant que tel et participer à sa construction. Donc, il y a plusieurs canaux possibles. Donc, pour vous informer d'abord sur le site internet de la communauté de communes, il y a des éléments à disposition. Vous avez également donc, à travers les réunions publiques qui sont faites, des informations qui sont communiquées. Il y aura une autre réunion publique d'ici l'été 2023, a priori. Vous pouvez également participer si vous avez des observations à formuler sur les documents, donc notamment si vous avez des contributions à faire sur le projet réglementaire en tant que tel, comme il n'est pas défini à ce stade, vous pouvez à dire, je ne sais pas, moi je voudrais qu'il n'y ait pas d'enseigne de type, ou au contraire, sur ces enseignes-là, il faut les préserver parce qu'elles sont de qualité, etc. Enfin, voilà, contribuer sur l'objet réglementaire en tant que tel, hein, les contributions seront étudiées. Donc ça peut être fait dans les registres papier qui sont présents dans les 10 communes ou au siège de la communauté de communes. Si vous préférez le faire par courrier, ça peut être par courrier. Ça peut également être par mail avec l'adresse mail qui est mentionnée ici, pour laquelle vous pouvez aussi communiquer vos contributions. L'ensemble de ces contributions figurera dans un document qui s'appelle le bilan de la concertation, donc qui reprend les contributions des personnes et puis voir si ça a été pris en compte ou pas dans le projet définitif au regard de si ça correspond à ce que les élus souhaitaient mettre en œuvre comme document réglementaire. Donc, il faut savoir que cette concertation, elle dure jusqu'à l'arrêt du projet. L'arrêt du projet, c'est une étape intermédiaire dans la démarche de RLPI, donc qui est prévue pour la fin 2023. Et donc, en 2024, il y a une phase d'enquête publique qui aura lieu, durant laquelle, en tant que population publique, vous pouvez aussi contribuer au projet. Il est préférable, si vous avez vraiment des contributions importantes à faire, de les faire maintenant dans la phase de concertation préalable, puisque là, comme rien n'est défini, tout peut changer si vous voulez. Alors qu'à l'enquête publique, on est sur des ajustements d'un projet qui est déjà arrêté. C'est-à-dire qu'on va faire évoluer à la marge le document, mais on ne peut plus changer. Donc, c'est important, dans ces 2 temps de concertation, là, le premier, toutes les demandes seront examinées et peut-être intégrées, ça, après, les élus en décideront. Mais il faut voir qu'à l'enquête publique, il y a un peu moins de marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien changer, mais en tout cas, c'est plus contraint. Donc voilà, l'enquête publique en 2024, et puis l'approbation du document en 2024, et donc après, l'entrée en vigueur, on va dire début 2025 sans doute, ce timing-là. Sachant que la police, comme ça a été indiqué, va être prise dès janvier 2024. Donc, après, ce qui changera en 2025, c'est juste qu'il y aura plus de droits applicables, qu'il y aura aussi une règle locale qui vont s'ajouter aux règles nationales qui seront appliquées. Est-ce que les chevalets vont fonctionner comme l'enseigne, est-ce qu'on aura droit à un ou deux? Si vous avez une autorisation, si c'est installé sur votre terrain, c'est une enseigne. Si vous êtes sur le domaine public, il faut que vous ayez une autorisation de la mairie pour installer un chevalet. Si vous n'avez pas d'autorisation, le dispositif n'est pas sur le lieu de votre activité, ou en tout cas par extension du domaine public assigné à votre activité. Et donc, c'est de la publicité qui est interdite sur le territoire. Par contre, à partir du moment où vous avez si vous avez demandé l'autorisation et qu'elle a été acceptée et que vous avez, c'est devant votre activité, c'est une enseigne. Avec l'autorisation. Avec l'autorisation, par contre, dans le cadre des réflexions réglementaires, c'est des choses qui pourront être réglementées aussi. Donc, peut-être la taille, etc., sera réglementée. Voilà. Il y a d'autres problèmes évoqués avec
les partenaires, les PPA, ce qu'on appelle, le problème normalement, de l'enseigne sur le domaine public, il faut effectivement un accord et un paiement toute occupation du domaine public est payée. Mais ça, c'est déjà payant. Ouais, c'est pas le cas partout. Il y a effectivement les deux cas, c'est le chevalet non autorisé, mais sur le domaine public. Et puis il y a le chevalet autorisé sur le domaine public. Et dans les deux cas, effectivement, normalement, le domaine public étant inaliénable, il fait l'objet d'un paiement d'occupation. Là, ça veut dire qu'en l'état actuel, que le chevalet, vous avez l'autorisation, mais il peut rester. Et après, demain, ça dépendra des règles locales. Au niveau du nombre. Ah oui. Bah, peut-être. L'activité peut décider demain que c'est terminé. Parce que, alors, finalement, il y a quand même une expérimentation, c'est que s'il fait plus d'1 mètre carré, c'est pas. Actuellement, c'est plus. Mais par contre, effectivement, s'il fait moins d'1 mètre carré, aujourd'hui, on n'a pas de règle. Vous pouvez en avoir plusieurs. Après, comme c'est sur le domaine public, la commune qui va vous l'accorder, elle ne va pas vous en autoriser 50. Oui, je pense que la commune. C'est payé très cher. Après, donc voilà, et dans le RFPI, il y aura sans doute pour les moins d'1 mètre carré, en tout cas des limites de dépenses. Parce que ça s'applique là, on parle du domaine public, mais ça peut aussi s'appliquer sur le domaine privé. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de maîtrise. Donc demain, on pourra limiter aussi sur le domaine privé le nombre d'enseignes. Si vous avez un parking pour votre activité, vous pouvez aujourd'hui mettre 50 chevalets et vous avez le droit. Il sera sans doute plus. Est-ce qu'on saura assez rapidement au niveau des associations que ça coûte la publicité nous coûte très cher et une banderole qui fait l'argent. Donc, personnellement, les banderoles, c'est plus la peine d'en acheter. On n'aura plus de banderoles. Non, de toute façon, c'est interdit. Vous voulez peut-être remettre la diapo que vous avez mis, parce que dans les passés, je pensais qu'il y aurait d'autres questions. Oui. Mais celle-là, ça c'est à peu près les supports auxquels on. C'est-à-dire, ça va être un petit peu l'affichage libre. L'affichage libre, l'affichage ira un peu dans cet esprit-là, sur des supports du mobilier urbain sur des zones autorisées, des zones vertes, comme des zones rouges. Donc, ça veut dire que, par définition, une banderole sur un support comme ça, c'est pas possible. D'accord. Parce qu'on a une citoyen qui pose des questions en disant on n'a pas le droit de faire ça. Martin, il y a des supports, on met les banderoles. À aux portes, à l'entrée des portes, pareil. Moi, paye la mairie. on va maintenant pour arranger mes supports, menacer d'avoir une astreinte. Mais moi, je comprends aussi que n'était pas. Alors, je ne sais pas justement s'il est en zone verte ou s'il est en zone rouge. Au niveau du parvis, Non, je regarde, je ne sais pas. Aujourd'hui, de toute façon, c'est interdit par Les avis des citoyens, c'est interdit pour leur vie. Et on a l'autorisation. Donc là, on est sur une pratique depuis, en fait, qui est là depuis très longtemps et qui c'est des pratiques qui n'étaient pas conformes, en fait. Voilà, je pense que là, il faudra peut-être attendre un petit peu et puis redéfinir des emplacements avec des mobiliers qui seraient bien conformes sur ça, mais ça, a priori, le RLPI permettra des installations nouvelles. Donc après, ce sera à chaque commune de définir des emplacements avec des mobiliers pour continuer à communiquer sur les formes de banderoles plantées dans l'espace. Je suis, par exemple, une situation. Ça va être Comment ça va? Mais souvent, vous les mettez à l'intérieur. Les mettre à l'intérieur, c'est bon. Il faut pas les coller à l'extérieur. Plus détaillé. Il ne faut pas les coller à l'extérieur. Si vous les collez à l'intérieur, il ne faut pas qu'elles soient lumineuses. C'est des affiches imprimées, a priori. Et vous pourrez demain, ces affiches, potentiellement les mettre sur les emplacements d'affichage libre. Voilà, après avoir. Ça dépend de l'habitude des. Mais les commerçants, c'est intéressant. Il y a du partage. Après, il faut qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, rien ne vous empêche de faire ça à l'intérieur. Ça, c'est pas.
C'est hors du champ. On utilise la façade pour faire de la publicité, des menus, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on a publié en surface, c'est ça? Et donc, c'est 15%. Ça dépend de- Ça dépend de la surface de votre façade. Mais ça risque de retomber à 15. On ne sait pas. Voilà, pour l'instant, Ça va. pour l'instant, c'est 25. Sinon, on a le droit d'utiliser donc, les côtés, dans les anciens trucs du commerce, on utilisait les côtés des façades. Si c'est sur la devanture de votre activité, oui, oui, dans la limite de 25%, vous avez moins de 50 mètres carrés. Donc, avec les limites, et peut-être demain, ce sera plus on sera pas plus vite, peut-être. Voilà. Mais... On risque d'être amené à des styles, à respecter des styles ou des trucs comme ça, non? Non, ça ira pas. C'est voilà. Ça ira pas, parce que ne demandera pas la police, pas les matériaux ni les cuirs. Ça reste la liberté. Par contre, dans les zones patrimoniales, dans ces secteurs-là, il y aura peut-être des règles en plus pour ne pas couvrir des éléments d'architecture. Ça dépend de vous situé. Ouais, mais vous C'est pas. avez déjà oui, donc c'est plus A priori, pour l'instant, en tout cas, on va voir avec des discussions réglementaires, là, ça va un peu. Pour du temps, ça risque de se rendre sur le mur. Soit ça reste identique, soit c'est restreint. ouais. Et sur les chevalets, donc il va essayer d'un peu là. Non, ça va être la dimension. Le RFI, Le nombre, la hauteur. voilà. Le RFI, il ne peut pas aller, il peut pas mettre une couleur, il ne peut pas mettre de règles de couleur, il ne peut pas mettre de règles de style de matière, par exemple. Là, on n'a pas le droit, on est quand même limité C'est dans plus des dimensions, quoi. C'est une notion de dimension. Le nombre de dimensions. Il faut respecter le mètre carré. Des dimensions maximales, des vecteurs maximales, parce que ce sera que des maximums, c'est pas excédé. Et le nom, ouais. C'est important le nom, si on voit par exemple sur les perpendiculaires, quand on enchaîne comme ça n'a pas. On a une terrasse, par exemple, des deux côtés de la rue. On peut en mettre une de chaque côté. Par façade. Oui, mais ce n'est pas une façade, c'est une terrasse. La terrasse, c'est les publics. Ah oui. Vous avez une autorisation. Il y a un droit pour l'avoir. Mais la terrasse, comme beaucoup de restaurants ici, elle est coupée en deux. De chaque côté de la rue. Deux voies différentes. De chaque côté de la rue. Est-ce qu'on a le droit à mettre une enseigne d'un côté et une enseigne de l'autre? On n'a qu'une seule boutique, mais on travaille des deux côtés de la rue. On voit qui donne sur la. Non, on n'a qu'une seule fois. Vous avez deux morceaux d'activité. On a une terrasse de chaque côté de la voirie. Mais comme c'est séparé par la voirie, vous pouvez avoir chaque côté. On va de chaque côté. Alors après, il faut quand même demander, comme vous faites de la Autorisation d'ajouter un chevalet. C'est pas parce que vous avez lié à autorisation de la mairie. Alors, des fois, quand vous avez un droit de terrasse, vous avez dedans un droit avec un chevalet. Des fois, il y a... En général, les droits de terrasse, vous avez un plan avec une eau. Oui, donc il faut rester à l'intérieur. Ça, c'est la généralité, parce que nous, on a une surface. Normalement, il y a une emprise qui est délimitée, qui est précisée avec des points de repère, et votre affichage à l'intérieur de votre terrasse. Ça, il n'y a pas besoin. Vous avez déjà l'autorisation d'être là. Par contre, si vous le mettez, et c'est souvent j'ai le problème, à l'extérieur de votre emprise, à ce moment-là, c'est plus la même. C'est plus le même. Parce qu'il y a quelques commerçants qui ont la mauvaise habitude sur des chemins piétons, par exemple, de mettre les chevaliers en plein milieu pour bloquer le flux et que les gens voient. Et là, une réglementation différente. L'idée, elle n'est pas là. Nous, par exemple, au bois, on a le marché tous les jours. Si on met les enseignes à l'intérieur, ça ne sert à rien. Non, mais c'est pas ce que je dis, c'est pas interdit, mais il faut une autorisation de le mettre en dehors de votre emprise de terrasse. Parce que normalement, ça fait l'objet d'un point et d'une perception. C'est un peu le même principe que votre terrasse. Pour la surface que ça représente, c'est un problème d'équité entre tous les commerces. Quand on paye un mètre de terrasse, quand on prend un mètre carré d'emprise en dehors de la terrasse, par rapport à celui qui paye, c'est peut-être pas le même prix. Au carré plein, c'est 30 € par an pour un chevalet. Et voilà, c'est réglementé. Et on ne peut pas nous attaquer collectivité en disant qu'on fait des passes droits à certains qui bénéficient de surface du domaine public sans droit.
Et puis en plus, c'est important qu'il y ait il y a un chevalier sur le public parce qu'il faut qu'elle vérifie si c'est possible de le mettre pour la circulation des piétons, des landaux, des Il y a personnes. les landaux, mais il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Un commerçant qui a une grande terrasse établie avec un périmètre établi, s'il veut mettre un chevalet dessus, il est obligé de en faire la. S'il est chez le résident, Ça dépend des ce que je connais, c'est qu'avec le marché est amené à mettre un liste. Parce que si on est dans la terrasse, il y a autant la journée tout de suite. Nous, on met des tables et des chaises sur la terrasse, et les enseignes, elles sont mises. Et là, on peut préciser ce qu'on autorise. On ne prend pas les noms. Non, mais c'est pas la peine. Il faut être honnête. C'est une occupation du domaine. Un truc qui me surprend, c'est j'étais à l'urbanisme il n'y a pas longtemps, et ils m'ont reproché que sur la vitrine, on avait mis une image qui était trop massive. Alors, on l'a collé à l'intérieur. Vous savez, à l'origine, c'était pour cacher quand on ferme, parce que c'est le bazar chez nous quand on ferme, puisqu'on est beaucoup sur l'extérieur. Donc, on rentre tout à l'intérieur le soir, et on ne veut pas que tout se voit. Donc, on a mis l'image tout à l'heure. Et c'est à l'intérieur. Et la partie de l'urbanisme m'a dit, vous n'avez pas le droit. En fait, on a le droit du moment que c'est à l'intérieur. C'est collé à l'intérieur. Mais c'est quoi? C'est une image. Un paysage. On a pris un paysage de chez nous. C'est pas un paysage rétel. Hein. C'est un paysage breton. Nous, on est produits d'orchid, il y a un paysage de chez nous. Ça dépend de l'activité. Là, si c'est à l'intérieur. Ouais, mais c'est là, ça me choque vachement, ce truc-là. Parce que, ouais, oui, on fait les crêpes. C'est lié avec. Mais non, c'est pas des galettes, c'est un paysage. Oui, c'est lié à la de Bretagne. C'est lié à notre activité. Oui, c'est sûr. C'est lié à notre activité, mais c'est à l'intérieur. Parce que ce qui est bizarre, c'est que si on l'a mis à l'extérieur, c'est interdit. Si on le met dessus sur l'intérieur, c'est un peu. C'est une des phases. Oui, ouais, c'est une grosse faille. C'est une grosse faille. Pour l'esthétique. C'est pour ça, mais ils n'ont pas été jusqu'à. En fait, ils devaient. Le projet de loi devait aller jusqu'à celle non limineuse. Et ils n'ont pas tenu. Ils ont dit OK, on réglemente les lumineuses à l'intérieur, mais par contre, ils ne réglementent pas les antennes intérieures. Ça, ils ont lâché, ça a été enlevé au moment du vote. On ne peut rien vous dire à l'intérieur si vous occupez votre. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre si on voulait? Parce que si on est là, par exemple, on arrive à un moment où on va certainement changer le décor. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre si on voulait être correct? L'image. Il faut du mettre un fond réverbère. C'est non, mais moi, je suis prêt à faire n'importe quoi, mais qu'est-ce qui plaît aux gens, vous savez? C'est quelque chose de neutre, peut-être. C'est peut-être ça. Vous pourrez voir avec la commune, parler avec les services. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est faire des propositions. Ah, mais ça dure. Ouais, mais ça évite de revenir en avant. Nous, quand on est au boulot, on est au boulot, et quand on n'est plus au boulot, on n'est plus là. D'accord. C'est compliqué, hein, c'est compliqué quand il faut demander. Là, on veut mettre un store de vente, c'est compliqué pour arriver à avoir les autorisations. Pour arriver, ne serait-ce qu'à trouver le bon interlocuteur qui puisse nous dire oui, vous pouvez pas être comme ça. Et résultat, là, on arrive à la saison, on n'a toujours rien commandé, et on va commencer la saison. Vous avez déposé une autorisation? Mais non, bien sûr que non, puisqu'avant de te poser une autorisation, je cherche à savoir ce qu'on peut faire. Et c'est pas clair. Hein. Je pense que c'est pas réglementé. Je vous assure, c'est pas simple. Il n'y a pas de réglementation clairement établie. Non, j'ai été par l'urbanisme. Comme c'est pas fixé au mur, on me dit que ça ne concerne pas l'urbanisme. Et donc, on peut faire n'importe quoi. C'est comme le coup des enseignes, ou si c'est à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. C'est sur le domaine public. Vous êtes obligé de demander l'avis. Bien sûr, c'est pour ça qu'on n'a rien fait, hein, parce que je ne veux pas investir 10 000 euros. On a mis une charte en place avec l'ABF, le CAE,
chambre de commerce sur quel parasol on veut bien, quelle chaise on veut bien, et surtout ce qu'on ne veut pas. Et on tourne autour de la charte. Alors, ça n'a pas un caractère réglementaire. Mais comme on est sur le domaine public et que l'autorisation d'occupation du domaine public, c'est nous qui le demandons, c'est où le commerçant il accepte de faire ce qu'on lui demande, ou on lui retire l'autorisation. Donc on s'entend toujours. Hein. Mais la charte, elle existe là, alors? Ah non, mais voilà, ça, Ouais. Et au bois, elle n'existe pas. ben, c'est- On a un nouveau Voilà, c'est juste qu'on redonne les pourcentages par rapport au mètre carré. Donc, si votre façade fait moins de 50 mètres carrés, Moins c'est 25% d'enseigne sur la façade. Et s'il y a plus de 50 mètres carrés, 15%. Sachant que c'est par façade, hein, donc si vous avez plusieurs côtés, Ça m'a fait quand vous êtes entre 49, 51. C'est le problème des règles. Hein, C'est comme quand- ça. Jamais imparfait. Oui, ça, le- ah oui, des goûts. Oui. ça, il y en a plein. qui avait 500 Et ça ne bougera pas. Ah, On peut pas, on a un peu cherché, on a un peu creusé la question parce qu'on a bien vu que c'était une pratique sur une durée, le fait de mettre l'enseigne là. Et pas forcément gênant. Oui, c'est Très bien. c'est pas gênant. Et on peut pas. Et une enseigne trop basse, elle n'est pas visible, donc elle ne sert à rien. Mais le problème, c'est que là, au niveau des règles, on peut pas. On nous donne que plus restrictif. Ça se comprend vachement, ça se comprend vachement, parce que c'est la hauteur du corps. Non, ça gêne pas. Ça, moi, c'est pas gênant. Ce genre de choses. Bon, pourtant, on a cherché, hein, mais on n'a pas trouvé. Donc, aller les chercher, on n'aura pas d'informations sur l'évolution des projets. Bah, si vous laissez, j'ai mis donc, une feuille d'émargement. Donc, si vous mettez l'adresse mail, moi, je vais vous communiquer déjà tous les éléments que vous avez. Et après, bien sûr, on vous recommuniquera la future réunion, puis on peut communiquer des éléments. Voilà.